Allez, on va plonger dans l'une des arnaques les plus audacieuses de tous les temps. L'idée de vendre un monument mondialement connu. C'est l'histoire de cette escroquerie absolument incroyable. Sérieusement, vendre la Tour Eiffel, ça sonne comme le début d'une mauvaise blague, non? Eh bien, figurez-vous qu'en 1925, il y a un homme qui non seulement a pensé que c'était possible, mais qui l'a fait, pour de vrai. Alors pour comprendre comment une telle arnaque a bien pu fonctionner, il faut d'abord s'intéresser au cerveau de l'opération. L'artiste, si on peut dire. Un homme connu sous le nom de Victor Lustig. Oubliez tout de suite l'image du voleur classique, celui qui force des portes ou qui utilise la violence. Non. Lustig, lui, c'était un tout autre niveau. Son arme, c'était la psychologie. Il s'attaquait directement à l'esprit de ses victimes. Ce qui est vraiment fascinant avec sa méthode, c'est qu'il ne voyait pas vraiment des gens en face de lui. Il voyait des failles, des faiblesses à exploiter. L'appât du gain, le besoin de reconnaissance, le manque de confiance, c'était ça, son terrain de jeu. Et puis un jour, l'étincelle. Il tombe sur un simple article de journal, un truc que tout le monde aurait lu et oublié dans la minute. L'article se plaignait que l'entretien de la Tour Eiffel coûtait une fortune. Pour n'importe qui d'autre, c'est une info banale. Pour Lustig, c'est le début d'une idée de génie. Bon, avoir une idée de génie, c'est une chose. La mettre en pratique, c'en est une autre. Et Lustig, lui, il n'a absolument rien laissé au hasard. Il a méticuleusement, mais vraiment minutieusement, préparé le terrain. Regardez-moi cette préparation, c'est digne d'un film. Étape 1, l'idée. Étape 2, il fabrique des faux documents officiels du gouvernement, et pas des faux grossiers, des faux parfaits. Étape 3, le casting. Il choisit ses victimes, les 5 plus gros ferrailleurs de Paris. Et enfin, étape 4, le décor. Une suite luxueuse à l'hôtel de Crillon, un des palaces les plus prestigieux de Paris. Tout était calculé pour que son histoire soit inattaquable. Voilà, le décor est planté, les acteurs sont en place, le spectacle peut commencer. Imaginez la scène. Il convoque ces 5 hommes, des pontes de l'industrie, des gens habitués à commander. Et là, dans cette suite somptueuse, il les fait poireauter. Le silence s'installe, le décor fait son effet. Rien qu'avec ça, il inverse déjà le rapport de force. Ces manias de l'acier se retrouvent comme des gamins anxieux. Et là, il lâche la bombe. Il leur annonce, avec tout le sérieux d'un haut fonctionnaire, que la décision a été prise. Aussi douloureuse soit-elle, la Tour Eiffel va être vendue à la ferraille. Le coup de génie, ce n'est pas tant le mensonge lui-même, c'est la façon de le dire. Il l'enrobe d'un secret d'État, d'une gravité telle que cette idée complètement folle devient crédible. Et c'est là qu'il est très très fort. Il ne leur dit pas « vous voulez acheter du métal ?» Non, il leur vend une histoire. Il transforme une transaction commerciale en mission patriotique secrète, une chance unique de sauver l'État de la faillite et de rentrer dans l'histoire. Il ne vend pas du métal, il vend de l'ego. Et parmi ces 5 hommes, son radar de prédateur psychologique s'est fixé sur une cible parfaite, André Poisson, un nouveau riche de province, un peu complexé, qui rêvait de se faire un nom dans le tout Paris. Lustig a tout de suite senti que chez cet homme-là, l'envie de briller était bien plus forte que la méfiance. Vendre la Tour Eiffel, c'est déjà un exploit. Mais le vrai coup de génie, le coup de maître absolu, c'est la façon dont il s'est assuré que sa victime ne parlerait jamais. Voilà comment il a fait. Lors d'un entretien en tête-à-tête avec Poisson, il se met à se plaindre, l'air de rien, de son petit salaire de fonctionnaire. Il ne demande rien explicitement, il tend juste une perche. Et Poisson, voulant s'assurer le contrat, la saisit et propose un pot de vin. Et là, le piège se referme. Ce pot de vin, ce n'était pas juste pour l'argent, c'était une assurance. En acceptant de corrompre un fonctionnaire, André Poisson devenait son complice. Comment voulez-vous aller voir la police après ça? Vous devriez admettre votre propre corruption, impossible. Lustig n'a pas seulement vendu la Tour Eiffel, il a acheté le silence de sa victime. Alors Lustig encaisse, prend tranquillement le train pour Vienne avec sa valise et attend de voir la nouvelle faire les gros titres. Mais les gros titres ne sont jamais venus. André Poisson, trop honteux, trop compromis, a tout gardé pour lui. Il a encaissé sa perte en silence, exactement comme Lustig l'avait prévu. N'importe qui d'autre se serait tenu tranquille pour le restant de ses jours. Mais pas Lustig. Non, lui, c'est un artiste. Et un artiste, après un triomphe, ça fait un rappel. Un mois plus tard, à peine un mois plus tard, il retourne à Paris. Et là, c'est presque surréaliste. Il reprend la même suite à l'hôtel de Crillon et il relance exactement la même arnaque avec 5 nouveaux ferrailleurs. L'audace est juste incroyable. Sauf que cette fois, la chance tourne. Sa première victime était anxieuse, en quête de reconnaissance. La deuxième fois, il tombe sur un os. Un type beaucoup plus sceptique. Le gars a des doutes, il va voir la police, et Lustig doit s'enfuir en catastrophe vers l'Amérique avec les flics à ses trousses. Il ne sera donc jamais arrêté pour avoir vendu la Tour Eiffel.
Mais sa carrière, elle, va finir par le rattraper de l'autre côté de l'Atlantique. Là-bas, il continue ses exploits, il arnaque même Al Capone, rien que ça. Il monte une énorme opération de fausse monnaie et devient l'ennemi public numéro 1 du FBI. Mais l'ironie, c'est que sa chute viendra d'un tout petit objet trouvé sur lui lors de son arrestation, une simple clé de consigne de gare. Cette clé, elle va mener le FBI directement à ses plaques d'impression de faux billets. C'est la fin du jeu. En 1935, il est arrêté, condamné à 20 ans. Il mourra d'une pneumonie Alcatraz en 1947. L'homme qui a vécu dans le luxe finit sa vie dans une tombe anonyme, un simple numéro sur un rocher sinistre. Et pourtant, l'homme est parti, mais la légende, elle, est toujours là. L'audace pure de son histoire l'a rendu immortel. Sa légende reste debout, aussi solide, aussi improbable et finalement aussi indestructible que la tour de fer qu'il a osé vendre. Pas qu'une fois, 2 fois.